bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Poussons le débat, votre rendez-vous d'échange, de confrontation et je le rappelle, sans langue de bois. Alors aujourd'hui, on va, si j'ose dire, aborder un sujet qui est un marronnier dans le monde de l'agriculture, c'est celui de la politique agricole commune. Alors je ne sais plus qui disait, je crois que c'est un certain Jacques Chirac, qui disait que la vocation première de la politique agricole commune, c'est d'être réformée. Plus sérieusement, depuis quelques années, on nous parle de verdissement de la PAC pour aboutir à une agriculture européenne plus durable, plus compatible avec les attentes sociétales en matière d'agriculture. Seulement voilà, de nombreux éléments, de nombreux événements sont venus perturber le quotidien de l'agriculture européenne et a fortiori de l'agriculture française. Il y a eu par exemple les conséquences du conflit en Ukraine qui ont montré l'extraordinaire dépendance de ces pays vis-à-vis des productions. On a entendu aussi la détresse des producteurs de betteraves qui, au nom de l'environnement, n'auraient plus les moyens de protéger leur culture et donc d'exercer leur métier. Bref, aujourd'hui, une question se pose. Jusqu'où peut-on aller pour plus de verdissement, mais sans risquer de détruire l'outil de travail, l'outil de production et le métier même des agriculteurs. Alors de tout cela, on va parler avec nos invités. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Christiane Lambert, bonjour Christiane. Bonjour. Vous êtes présidente de la FNSEA, donc on est un peu chez vous là pratiquement, hein. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et présidente du COPA aussi. Si on parle de PAC, c'est pas mal. À côté de vous, Catherine Gélin-Lanel. Bonjour Catherine. Alors vous êtes responsable de la stratégie à la DG Agri, donc là, vous avez la haute main, si je puis dire, sur la prospective agricole au niveau européen. Vous travaillez plutôt sur le futur, vous, hein. Votre objectif, c'est de préparer la prochaine PAC. Oui, mais pas seulement. Travailler aussi sur l'évaluation de ce qu'on appelle la performance de la politique agricole commune, puisqu'il faut bien démontrer, s'agissant d'une politique publique importante, avant de la réformer, comme vous disiez, qu'est-ce qu'elle délivre en termes de résultats et d'impact. Et donc, ça fait partie aussi de mon travail. Et j'ajoute aussi tout ce qui est lié aux données liées à l'agriculture, très important. Je suis allée voir tout à l'heure, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine-là et comment on utilise les données collectées par les agriculteurs sur leurs exploitations pour produire des services qui les aident à faire cette transition écologique dont on a besoin. À vos côtés, Pierre-Marie Aubert. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Vous êtes chercheur, vous coordonnez l'initiative politique publique pour l'agriculture européenne à l'Institut de développement durable et de relations internationales. Ça fait long, ça sur une carte de visite. En quelques secondes, votre job, c'est quoi ? Alors nous, notre job, il est extrêmement simple. Il s'agit de contribuer au débat public, au débat politique sur le futur du système alimentaire et les politiques publiques pour le faire, en mettant dans le débat des scénarios chiffrés qui parlent de limites planétaires, d'enjeux socio-économiques, d'emploi, de revenus agricoles, pour étudier l'ensemble des options et pouvoir discuter en bonne intelligence avec l'ensemble des parties prenantes. À vos côtés, François Després. Bonjour François, président de SEMAE et aussi à la tête de l'entreprise Florimond-Després. Le secteur des semences pèse très lourd dans le monde agricole, on peut le rappeler en 2-3 chiffres. Bonjour Philippe, effectivement, la filière semencière française est une filière d'excellence. Elle pèse près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle apporte à notre pays un excédent de balance commerciale d'1 milliard d'euros. Et surtout, elle prétend détenir une partie des solutions qui permettront aux agriculteurs et à leurs filières de réussir cette transition agroécologique dont tout le monde parle et d'être résistant aussi aux conséquences du changement climatique. Et on termine ce tour de table avec Céline Imard. Bonjour Céline. Bonjour. Alors vous êtes agricultrice dans le Tarn et vous êtes également la porte-parole d'Intercéréales. Agricultrice, porte-parole d'Intercéréales et engagée au même titre que toute la filière céréalière et tous les producteurs dans la fameuse transition écologique dont tout le monde y avoir besoin. Mais enfin, on a déjà passé la première, on a déjà passé la seconde, on est en train de passer la troisième dans la transition. Je ne sais même plus si on peut parler de transition dans ce cadre-là. Bon, faites gaffe de ne pas vous retrouver au point mort à un moment ou à un autre. Catherine Gélin-Lanel, il y a un concept dont on parle beaucoup au Salon de l'Agriculture, ça fait même plusieurs années qu'on en parle dans le monde agricole, c'est le concept de la fourche à la fourchette. Alors, ceux qui nous regardent ne sont pas forcément des spécialistes de l'agriculture. Expliquez-nous ce qu'est ce concept de la fourche à la fourchette. Alors, il s'agit de regarder la production alimentaire en partant de l'amont de la filière agroalimentaire, donc
l'exploitation agricole, le champ, tous ceux qui fournissent aussi à l'agriculteur des semences, des produits comme des fertilisants, des pesticides, des intrants pour l'agriculture, jusqu'aux consommateurs à qui on distribue, on vend des aliments, et en passant par tous les aspects liés à la transformation, à la distribution et au transport de ces produits-là. Et j'imagine que quand vous faites référence à ce concept, en fait, vous faites référence au fait que l'Europe, en mai 2020, a adopté, la Commission a présenté au Conseil, au Parlement et aux acteurs de la chaîne alimentaire ce qu'on appelle une stratégie du champ à l'assiette ou de la fourche à la fourchette. Oui, parce que du champ à l'assiette, c'est un vieux slogan qu'on avait il y a une dizaine d'années. Ça marche aussi. L'idée de dire qu'on regarde à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de l'exploitation agricole jusqu'au consommateur. Et dans cette stratégie, on déroule un certain nombre d'objectifs et d'actions et d'initiatives, pas toutes réglementaires, mais certaines sont réglementaires, qui visent à rendre notre chaîne alimentaire plus durable. Ça veut dire qu'elle doit continuer à être productive, elle doit permettre aux acteurs de vivre de leur métier, mais elle doit aussi mieux protéger l'environnement et le climat et plus généralement la planète. Et donc cette stratégie, on est en train de la dérouler au niveau européen et dans les États membres, en particulier avec un certain nombre d'initiatives sur lesquelles on reviendra peut-être. Réduction de l'utilisation des pesticides, une nouvelle politique agricole commune qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2023 et bien d'autres initiatives encore. Alors, beaucoup d'enthousiasme à Bruxelles. Je suppose, Christiane Lambert, que du côté de la FNSEA, certes, on est d'accord sur le fond, mais sur la forme, pas forcément. D'abord, une première chose. Catherine Gélin, l'année, elle a dit publication en mars ou en mai 2020. Mai 2020, en plein confinement, mise à l'arrêt de toutes les économies mondiales. Chaque pays se dit, est-ce que je vais pouvoir nourrir ma population ou pas? Grand chambardement. Depuis la guerre. C'est-à-dire qu'entre le moment où ça a été décidé, enfin annoncé, parce que Farm to Fork, ça a été préparé dans le cadre du Green Deal, c'est-à-dire en 2017-18, maturation, etc., 2019. C'était avant d'avoir ces phénomènes majeurs qui ont bouleversé les chaînes alimentaires et la production. Première chose. Deuxième chose, pour l'instant, c'est plutôt Farm to Farm, plutôt que Farm to Fork. On parle plus de ce qui se passe dans les fermes que de ce qui se passe dans les assiettes. C'est une série de textes, une dizaine, grosso modo, sur les produits phytosanitaires, sur la réduction des engrais, sur plus de produits en agriculture biologique, 25%. C'est la restauration de la nature qui vise à retirer 10% d'espace productif en agriculture. Ce sont des directives industrielles sur l'élevage, etc. etc. C'est-à-dire que c'est un crescendo de contraintes qui n'a pas forcément tenu compte du contexte nouveau de géopolitique, de la guerre, qui nous prive d'une part de disponibilité d'alimentation. Donc sur l'orientation de plus de respect de l'environnement et de durabilité, il n'y a pas photo, personne ne peut dire le contraire. Par contre, ce sont les niveaux et le rythme accéléré et même un peu brutal en cette année 2023, précédant l'année 2024, où c'est la fin de vie de cette commission et les élections européennes qui vont renouveler le personnel politique, les députés européens l'année prochaine. Et on a l'impression qu'il y a une accélération des textes. En mars, les ministres débattront de la directive émissions industrielles. La directive SUR fait l'objet d'un rapport, le règlement SUR pesticides fait l'objet d'un rapport qui vise à en rajouter encore. La députée verte qui conduit le rapport veut même qu'on réduise de 80% les produits phytosanitaires. Et en prenant comme référence 2 années plus tard, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas compte des efforts déjà faits. C'est un espèce de sentiment d'amoncellement qui décourage un peu les agriculteurs et qui se dit comment allons-nous faire pour maintenir la production et la souveraineté alimentaire dont tout le monde parle dans ce contexte aussi coercitif de conditions de production. Pierre-Marie Aubert, on entend beaucoup dire dans le monde agricole, ouais, c'est bien beau tout ça, mais est-ce vraiment le bon moment quand on voit par exemple ce qui s'est passé immédiatement après le début de la guerre en Ukraine? On s'est rendu compte de notre extraordinaire dépendance aux céréales. On se rappelle que le grenier à blé de l'Union soviétique, c'était l'Ukraine. Dépendance aux céréales, à la moutarde, un certain nombre d'autres produits. Donc on peut se dire, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de partir sur des choses absolument improbables alors que il faut juste
aujourd'hui notre autosuffisance céréalière? Ce qui serait improbable, ce serait au contraire de faire comme si ces dépendances, on pouvait s'en défaire sans transformer le système alimentaire. Et ce serait complètement improbable. Donc il faut se rappeler qu'effectivement, si on regarde l'Union européenne dans son ensemble, on a un certain nombre de pays, par exemple l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, dans lesquels, typiquement, les systèmes de production animaux autoproduisent à peine 10% de leur aliment pour bétail. Et donc, ils font venir près de 90% de l'aliment pour bétail de l'extérieur de la ferme et en général de l'extérieur du pays. Et donc, ils sont extrêmement dépendants de l'Ukraine, du Brésil, etc. Pareil, nous, on importe quand même massivement nos intrants azotés. Et tout ça pour une production végétale qui va massivement nourrir les animaux, de l'ordre de 50%, de 60% de nos céréales et 75% de nos oléopros, pour une consommation de protéines animales dont on sait qu'elle est largement au-delà de nos besoins nutritionnels. Et donc, je prends au mot Madame Lambert, je pense qu'elle a tout à fait raison. Aujourd'hui, la farm to fork, c'est un peu trop fort, mais pas assez fork. Et précisément, on a besoin d'accompagner les transformations de pratiques alimentaires qui sont par ailleurs plébiscitées par un grand nombre de concitoyens. Et je rappelle que le dernier sondage Eurobaromètre disait que près de 60% des Européens souhaitaient aller vers moins et mieux de produits animaux. Bonne nouvelle, allons-y, accompagnons-les et faisons en sorte que ça puisse se passer. Et du coup, je termine là-dessus, on relâchera massivement la pression sur le niveau de production des céréales. On aura besoin d'en mettre un petit peu moins dans les os des animaux. Alors, Céline Imard, farm to farm, les contraintes chez vous. Quand on entend parler de contraintes, je vous vois lever les yeux au ciel. Alors, je suppose qu'à vivre au quotidien, ça va pas être simple. Non, mais le paradigme est un peu aberrant. Parce que là, on nous dit, voilà, on prend des objectifs environnementaux, et puis après, on voit ce que ça fait sur la production. Si ça nous réduit à devoir importer, par exemple, le maïs, on importe 25 millions de tonnes dans l'Union européenne par an. Si on doit importer un peu plus, puis mettre dans l'assiette des consommateurs des produits traités à atrazine ou OGM, c'est pas un problème. D'abord, on fait des objectifs de réduction, puis ensuite, si on importe, c'est pas très grave. Et alors, la PAC, il y a effectivement un manque dans cette PAC, c'est qu'il n'y a qu'un seul A. Et nous, quand on voit politique agricole commune, on a envie aussi de la relier à l'alimentation et ce qui va se retrouver dans nos assiettes. Je pense que pour résoudre un petit peu cette équation, il est très important de considérer les filières agricoles, notamment la filière céréalière, comme une filière de solutions. Nous avons des solutions à apporter sur le thème de la captation du carbone. Nous avons des solutions à apporter sur la souveraineté énergétique, sur les carburants propres, sur le bioéthanol et sur une alimentation qui est déjà de qualité, qui utilise le moins d'intrants possible. Cette transition, nous l'avons déjà démarrée. Les leviers, au lieu de passer par la contrainte et par des objectifs chiffrés de réduction arbitraires et hors sol, je pense qu'il est peut-être mieux de considérer les filières comme des filières de solutions, de faire confiance aux agriculteurs et de mobiliser les leviers comme la semence, la génétique, l'accès à l'eau, de réfléchir de manière intelligente et collective à comment aider les agriculteurs qui sont toujours dans une trajectoire de progrès, parce que nous sommes persuadés que l'on peut produire plus et répondre à l'enjeu agricole et alimentaire et en même temps produire mieux. François Després, pour les semences, on compte sur vous. Non, mais très sincèrement et très sérieusement, votre rôle, quel peut-il être dans l'avenir pour être dans cette mouvance, non plus farm to farm, mais farm to fork? Notre rôle, c'est très clairement de contribuer aux solutions dont les agriculteurs et leurs filières ont besoin, mais aussi de contribuer plus généralement en tant que filière française à la souveraineté alimentaire nationale, mais aussi mondiale. Et donc, quoi qu'il arrive, dans les objectifs de sélection des obtenteurs français demeurera la productivité, le rendement, mais avec des variétés plus résistantes aux maladies et aux ravageurs, qui valorisent mieux l'eau et l'engrais azoté. Mais pour tout ça, il nous faut faire un effort de recherche conséquent et il nous faut aussi du temps. Parce que j'entends les voisines dire que les règlements, les contraintes, les objectifs sont déclinés les uns après les autres. On ne prend peut-être pas suffisamment le temps de l'évaluation des politiques avant de lancer de nouveaux projets. Et en recherche, c'est pareil, pour faire une variété. Autrefois, il fallait 10 à 12 ans. On a réussi à ramener ce délai à 7-8 ans. Mais nous aussi, semenciers, nous avons besoin de temps pour nous adapter et faire face aux différents défis. Christiane Lambert, le problème, c'est le temps long. Oui, nous raisonnons, nous, au rythme des saisons.
et des assolements, quand d'autres résonnent au rythme des élections ou des feux rouges. Ça dépend. Quand il est consommateur, c'est tout de suite. Quand on est politique, c'est le bon tempo par rapport à l'élection. La réalité, Et vous, c'est combien de temps? C'est 2 élections, pratiquement. Oui, mais moi, je ne suis pas à la Commission, je ne suis pas au Parlement européen, je suis dans le syndicalisme français et européen. Et ce que je vois quand même, c'est que la Commission européenne n'a pas fait d'études d'impact et on l'a tous regretté. Normalement, une politique agricole et une réforme de cette envergure, elle doit être précédée d'une étude d'impact. La première qui a été faite, elle était partielle, a été faite par l'USDA, c'est-à-dire les USA. Donc, et toutes les études, celles de Wageningen, celles même partielles de la Commission, il y en a 7 qui ont été faites, toutes montrent que nous risquons une baisse de production. Est-ce que l'Europe, dans le contexte actuel, peut désarmer? Est-ce qu'elle peut désarmer? L'Afrique nous dit, attention, ne désarmez pas. L'Afrique qui aujourd'hui se tourne vers la France et l'Europe pour acheter du blé, puisque Poutine a fermé le robinet. La Chine réarme son agriculture. Les États-Unis mettent des dizaines de milliards d'euros pour réarmer leur agriculture. Poutine s'est fait l'arme alimentaire suite à l'embargo Crimée. Poutine, avec le réchauffement climatique, a encore 13 millions d'hectares sous le pied, qui va pouvoir ensemencer. C'est la moitié de la surface française. Et au moment, nous disons, faisons de l'Europe un espace où on produit moins, tant pis, mais où on préservera tous les espaces de façon parfaite. Nous pensons qu'il est possible de concilier et la production et le respect de l'environnement, tous les environnements, mais qu'il faut des rythmes, des agendas et des accompagnements pour que les agriculteurs, d'une part, en vivent et d'autre part, puissent évoluer dans leurs exploitations. Donc, on n'est pas hostile au changement, mais on veut des changements compatibles. On veut garder la capacité à produire parce qu'on vit d'abord de ce que l'on vend. Moi, je suis producteur de porc. Je ne suis pas un grand bénéficiaire d'aide PAC. Je vis du produit de mon exploitation. Si demain, une directive quelconque vient brider ma production, personne ne me le compensera. Et donc, pour les agriculteurs, c'est quand même un vrai risque aussi de régression. Catherine Gélanel, votre réponse à tout ce qu'on vient d'entendre là? Alors, d'abord, j'entends différentes choses que je retrouve dans la Farm to Fork ou dans la stratégie du champ à l'assiette. La question des solutions. Donc, je ne crois pas qu'on ait dit autre chose dans cette stratégie que l'agriculture est une partie de la solution au changement climatique, à la crise de la biodiversité. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est sur la question du calendrier. C'est intéressant parce qu'en fait, on dit des choses un peu contradictoires. On voit bien que ce qu'a révélé, dans un premier temps d'ailleurs, la crise du Covid, où l'agriculture et plus généralement la chaîne agroalimentaire européenne a été très résiliente. On n'a pas, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde, personne n'a souffert, on va dire, de manque de produits alimentaires. Donc ça, c'est important de le dire. Donc il y a une résilience de nos systèmes alimentaires, de notre agriculture qui a été très élevée. Ce que révèle la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, pardon, c'est aussi la forte dépendance de l'agriculture européenne aux énergies fossiles, comme d'autres activités économiques d'ailleurs, pas seulement l'agriculture, mais l'agriculture est dépendante des énergies fossiles, et notamment la dépendance aussi aux engrais, aux fertilisants donc chimiques. Et du coup, ça conduit à dire qu'il faut à la fois combiner des solutions de court terme, traiter les questions de court terme, qui sont de toute évidence que, oui, on a des prix d'intrants qui sont très, très élevés, on a une perturbation des chaînes de valeur au niveau mondial qui affecte l'agriculture, mais on ne peut pas perdre de vue le fait qu'à moyen et à long terme, il y a une menace qui pèse sur notre capacité à produire dans l'Union européenne. Et quand je dis à moyen et à long terme, je ne parle pas dans 50 ans. Je parle dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a une menace qui est liée à l'impact du changement climatique. La sécheresse hivernale que nous connaissons est une nouvelle manifestation de ça. Et qu'on a besoin de restaurer la biodiversité et de mieux protéger le climat et d'adapter notre agriculture, y compris au travers de solutions semences, mais pas seulement, changement de nos systèmes de production, pour continuer à avoir cette capacité de produire l'essentiel de notre alimentation en Europe. Et c'est ça qu'on cherche à faire ensemble. On ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que c'est facile. On dit à la fois il faut aller vite parce qu'on voit bien que l'impact du changement climatique il est là, parce que la guerre en Ukraine elle nous a montré nos vulnérabilités, mais on ne peut pas non plus être trop lent. Et c'est là qu'il faut trouver les bons tempos. On a la chance d'avoir une politique agricole commune qui chaque année 45 milliards d'euros
pour soutenir les agriculteurs européens. Et donc, il faut utiliser et valoriser cette politique-là et faire en sorte qu'aussi, vous parliez de réforme, le jour où on préparera la prochaine, on fasse encore mieux en termes de durabilité et de résilience pour produire, pour continuer à produire notre alimentation à nous, les Européens. Ça va vite ou pas assez vite, selon vous, Céline ? Ça va, tout dépend des moyens qu'on se donne, parce que là, on est à peu près, alors d'accord ou pas d'accord, mais les objectifs, c'est de pouvoir continuer à assurer la souveraineté, les objectifs de production, la capacité de préserver les filières agricoles qui sont donc, j'aime beaucoup l'entendre, une solution pour la biodiversité, pour l'environnement. Quels moyens ? Alors nous, on a des solutions à proposer et on demande des moyens. Donc on est assez alignés sur ça. On demande de pouvoir accéder aux facteurs de production comme l'eau. Ça fait des années que nous anticipons ce changement climatique qui arrive et que nous demandons à pouvoir stocker, à pouvoir avancer sur la réutilisation des eaux usées, à pouvoir aussi, pour stocker, relarguer l'été. C'est aussi pour préserver la biodiversité, c'est aussi pour maintenir l'étiage, pour maintenir la présence de faune et la flore. Premier moyen. Nous réclamons d'avoir accès à des moyens pour pouvoir concilier ces enjeux de production et environnementaux qui sont les nouvelles techniques de sélection variétale. L'édition du génome. Ça nous laisse vraiment des possibilités au niveau de la semence notamment, mais M. Després pourra en parler certainement mieux que moi, mais de se donner les moyens d'atteindre ces deux trajectoires. Aujourd'hui, là où nous avons des solutions à proposer, nous aimerions que les pouvoirs publics valident la trajectoire et les moyens, qu'ils puissent allouer une visibilité à toutes les filières en termes réglementaires, en termes de financement, en termes d'investissement. Demain, réduire les phytosanitaires, c'est possible. Aujourd'hui, on a des pulvérisateurs qui arrivent, qui vont être équipés de caméras et qui vont cibler vraiment certaines cibles de ces produits qui va permettre d'économiser jusqu'à 80% de l'application. Mais aujourd'hui, ça coûte une certaine somme. Ça va mettre peut-être 1, 2, 3 ans à se déployer. Donc, c'est de l'investissement, de la visibilité, de la norme réglementaire qui ne change pas tous les 4 matins. Donc, si nous sommes d'accord sur la trajectoire produire plus et mieux, à la fois préserver les objectifs de souveraineté écologique, il faut maintenant qu'on acte les moyens, les pas de temps et avoir cette visibilité, cet investissement et cet accès aux moyens et aux facteurs de production. François Després, on le voit pour le monde agricole, pour le monde des semences, qui fait partie du monde agricole bien évidemment, le patin est encore beaucoup plus long parce que vous, en fonction des règles qu'on vous donne, vous pouvez déclencher ou pas tel type de recherche, tel type de production, tel type de nouvelles semences. Est-ce que vous y voyez clair aujourd'hui pour les 10 ans à venir ? Non, objectivement, pour l'instant, on n'y voit pas clair parce qu'il y a une réglementation européenne nouvelle qui doit être adoptée s'agissant de la mise en marché des semences et également sur le sujet extrêmement important des nouvelles techniques de sélection, de l'édition du génome ou de la mutagenèse dirigée. Le débat a lieu depuis plusieurs années dans chacun des pays européens, dans beaucoup d'enceintes, à la Commission, au Parlement européen, et on s'approche au début de l'été d'une proposition législative de la Commission qui sera déterminante. La problématique est extrêmement simple. Il faut absolument éviter qu'avec ces nouvelles techniques de sélection qui sont extrêmement prometteuses, on se retrouve dans la situation de blocage que nous avons connue avec les OGM. On a besoin des techniques d'édition de gènes pour arriver à mettre au point des variétés et des semences qui répondent à toutes les contraintes qui vont être celles des agriculteurs et de leurs filières dans les années à venir. Et pour ça, on a besoin d'une législation claire, précise, pour nous sortir de l'insécurité réglementaire dans laquelle nous nous trouvons pour nos travaux de recherche. Mais il faudra, au-delà de la réglementation, comme l'a dit Madame Imard, de l'investissement, y compris de l'investissement de la recherche publique, pour éviter que, dans le développement de ces technologies, je répète à nouveau très prometteuses, nous soyons dépendants aujourd'hui et demain de brevets qui sont détenus par des Américains et après-demain par les Chinois qui avancent extrêmement vite sur le sujet. Donc on parle beaucoup de la souveraineté alimentaire, mais il y a aussi un enjeu de souveraineté en matière de recherche. Pierre-Marie Aubert, il n'y a pas justement un formidable décalage et peut-être un problème de politique réelle entre, François Després le disait à l'instant, les Américains, les Chinois qui avancent, et puis nous, les Européens,
qui sommes plutôt écolos, plutôt sympas, plutôt bons élèves. On dit, bah, attendez, nous, on va prendre le temps, on va regarder tout ça bien sérieusement. Et puis finalement, c'est la fable, sauf que cette fois-ci, bah, le lièvre, il gagne. Ce point-là, c'est une réalité, c'est-à-dire que les contextes géopolitiques sont extrêmement compliqués. Et effectivement, on a des partenaires commerciaux et politiques qui ne s'encombrent pas nécessairement des questions qu'on se pose. Et ça, il faut le reconnaître. Néanmoins, je pense que Catherine Gesselin-Lanel l'a dit, on est quand même dans un contexte où la capacité productive des agrosystèmes, elle est juste... Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans. C'est dans 3 ans, dans 5 ans. Je veux dire, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, il y a 10% des surfaces françaises qui sont irriguées. On peut toujours se raconter l'histoire qu'on va monter à 20. Ouais, c'est 6, voilà. On peut toujours se raconter l'histoire qu'on va monter... Il y a débat, Christiane, voilà. Vous allez prendre le micro. Non, mais juste pour... bon, c'est 6 si vous voulez, mais juste pour dire, on peut toujours se raconter qu'on va doubler ou tripler cette surface. On n'arrivera jamais beaucoup plus au-delà de 20%. Je voulais juste rappeler sur la question, et il y aura des problèmes d'eau, on n'arrive même pas à remplir les bassines qu'on a aujourd'hui. Je voulais juste rappeler quand même qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. En général, quand on dit ça, on équivaut à autosuffisance. Je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire de l'Union européenne, elle est négative. L'Union européenne, elle importe aujourd'hui beaucoup plus de calories qu'est-ce qu'elle en exporte. En bilan net, chiffre de la FAO, que je peux vous présenter ici, nous importons 10% en net des calories que nous consommons dans l'Union européenne. C'est une réalité factuelle des données de la FAO. D'accord ? Et donc, ça, on ne peut pas dire le contraire. On importe plus de 30% des intrants azotés que l'on utilise. On est sur des niveaux d'efficience de l'azote qui sont entre 55 et 65%. Pas beaucoup mieux. Donc la question pour moi, elle n'est pas de savoir si on doit produire plus ou moins. Moi, je suis totalement agnostique sur la question. La question, c'est comment on est sérieux sur les enjeux environnementaux et le maintien du capital productif dans un contexte où je rappelle qu'en Europe de l'Ouest, les rendements stagnent, voire fléchissent légèrement depuis 25 ans, 30 ans, sur les principales céréales. Comment on fait pour maintenir ça ? On sait, l'agronomie nous le dit, qu'un des enjeux du maintien du capital productif de nos sols, de nos systèmes, c'est la rediversification. Sur les NBT, moi je suis agnostique, c'est pareil. Ma question pour M. Després, sérieusement je suis agnostique, ma question pour vous, M. Després, c'est comment dans un contexte où l'enjeu c'est la diversification, on s'assure que le développement des NBT, il permet de faire en sorte qu'on arrête de concentrer 80% de l'investissement sur 4 variétés, que sont le blé, le maïs, le colza et le riz. Si vous avez des moyens de faire ça, moi je pense qu'il faut y aller. Et c'est le propos de Pascal Canfin dans la note qu'il a sortie récemment dans Terra Nova. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faut poser cette question-là très sérieusement. Et donc, pour terminer sur la question des volumes, il faut produire plus, il faut produire moins. Encore une fois, moi, si vous savez faire avec 2 fois moins d'azote les mêmes rendements et avec 3 fois moins de pesticides, pas de problème. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on soit en capacité de tenir ça dans un contexte où en fait, on n'a pas 20 ans devant nous, on a 5 ans. Christiane Lambert, tout d'abord. Alors, personne ne contexte le contexte climatique. La différence, c'est que sur l'adaptation, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui le font. Voilà. Et là, il y a une vraie différence, c'est-à-dire que la théorie, elle est là. Voilà. Et puis après, il y a la pluie, le beau temps, pas la pluie, etc. Donc, en ce moment, c'est plutôt pas la pluie, d'ailleurs. Alors moi, je suis agnostique sur rien du tout parce que je suis pratiquante des pratiques agricoles. Et c'est facile de dire là-dessus, j'ai pas d'avis. C'est trop facile sur les sujets ennuyeux de dire, moi, je m'en fous. Non. Moi, ce que je veux dire, c'est que les agriculteurs français ou européens que je représente, que voient-ils aujourd'hui ? Et notamment les Français. Ils voient qu'il y a beaucoup de stigmatisation et certaines études y contribuent en direction de l'agriculture qui ne veulent pas de science, pas d'innovation, plus de transition et des agriculteurs qui seraient respectueux de tout mais sans moyens. La France est championne du monde de consommation de médicaments humains, mais c'est en France qu'on a les discours les plus durs contre l'usage de la chimie et des produits phytosanitaires. On a déjà réduit de 57% les produits phytosanitaires depuis l'an 2000. On les a réduits de 22% depuis 10 ans. On est en phase de réduction. Et en plus, ça c'est en tonnage, et encore plus sur les CMR1 et 2. Nous sommes un pays d'agriculture fluviale. On a 6% d'agriculteurs qui irriguent. Les réserves d'eau se remplissent. Celle de Mosée-sur-le-Mignon est remplie. L'agriculture qui est mise dans les réserves d'eau hivernales, elle sert à faire l'alimentation. Ce n'est pas de la captation ou de l'accaparement, comme disent certains. On ne la met pas dans nos poches, on ne la met pas dans nos piscines. France championne d'Europe du nombre de piscines. Et il s'en construit tous les ans. Il suffit de prendre l'avion et d'atterrir à Toulouse pour le voir. Donc je crois qu'il faut, pour l'agriculture, bien redire que la priorité, si c'est la souveraineté alimentaire, il faut s'en donner les moyens. Mais la France, reconnaissons-le, depuis 15 ans,
n'a eu comme idée à propos de l'agriculture que de dire il faut mieux respecter l'environnement, point barre. Et la production, on s'en fout. On s'en fout pas de la production. Notre ministère aujourd'hui s'appelle Souveraineté alimentaire. Nous avons une terre bénie des dieux, des savoir-faire, de la recherche, tout ce qu'il faut pour pouvoir produire. Et la régression de l'agriculture française, elle est liée à plusieurs choses. Bon, il y a d'abord eu le principe de précaution adossé à la charte de l'environnement. Il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2007 où on a dit moins 50% au trot, au fouet, au galop et débrouillez-vous sans moyens supplémentaires. Il y a eu Stéphane Le Foll qui a séparé l'avis de l'ANSES de la décision politique en disant « moi je m'en lave les mains, c'est l'ANSES qui décide ». L'ANSES a 5 ministères de tutelle. Autant dire qu'elle est libre comme l'air, elle se fout totalement des consignes de tel ou tel ministère, elle n'écoute personne. Moi, je veux un retour du politique, comme le président Macron l'a fait pendant la crise du confinement. Il a pris un conseil scientifique, il a créé un conseil scientifique, il lui a donné des avis. Et puis il a décidé. Quand le conseil scientifique lui a dit qu'il faut confiner tout le monde, il a dit non. Je ne confine pas les soignants, ils sont indispensables. Je ne confine pas les agriculteurs. Il a même dit qu'ils pourront continuer à travailler. Parce qu'on est indispensable. La propreté, l'électricité, l'Internet, tout ça continue à fonctionner. C'est une analyse des bénéfices et des risques. L'ANSES, elle dit, je ne suis pas capable de prouver qu'il n'y a pas de risque, donc j'interdis. Et la France est le pays qui interdit le plus et qui se prive le plus des solutions dans le domaine. Cette diabolisation des phytos, elle tient à certaines ONG et d'autres personnes associées, elle est très préjudiciable. On n'a plus de possibilité néonie. Madame Pompili, en 2016, sous François Hollande, s'est réjouie de le supprimer par la loi. Seul pays européen à l'avoir fait. Le premier pays producteur de betteraves, la France, 23 700 producteurs, 45 000 salariés, 450 000 hectares, va importer du sucre venant d'ailleurs, traité avec des néonicotinoïdes, parce que dans 9 mai, ils vont prendre des dérogations. Est-ce que c'est sérieux, ça? Non, c'est pas sérieux. Donc moi, je suis agnostique de rien, je suis très réaliste, mais je vois ce décrescendo, il est désolant. François Després, je voyais réagir. Oui, je ne comprends pas, comme vous le dites, la souveraineté alimentaire comme l'autonomie alimentaire. Moi, je comprends la souveraineté comme la capacité à pouvoir prendre nos décisions de façon autonome et ne pas subir des décisions, notamment en matière d'agriculture et de production, qui sont prises ailleurs. Et aujourd'hui, s'agissant de la recherche, si le cadre réglementaire n'est pas rapidement clarifié au niveau européen, on va subir une dépendance en matière de recherche, notamment des Américains et des Chinois, qui se traduira par une dépendance accrue des agriculteurs français et une concentration supplémentaire de l'industrie semencière européenne qui n'est pas non plus en faveur de la liberté de choix des agriculteurs. Céline, alors je vous voyais prendre des notes, un petit peu agacée, je vous sentais un peu énervé là. Écoutez, moi je vais donner un seul exemple sur la filière céréalière. C'est le seigle. Vous savez que l'ergot de seigle, c'est une maladie qui a duré pendant des siècles. Donc les gens ont des hallucinations parce qu'il y a un champignon, ils deviennent fous. Pont-Saint-Esprit, c'était au début du XXe, ils ont fini par s'entretuer. Bon, la France a décidé de supprimer de manière unilatérale et franco-française le fongicide qui permet de lutter contre l'ergot du seigle. Je la fais très courte. Une filière, c'est quelque chose qui part du producteur, qui est collecté, qui est transformé et ensuite qui se retrouve dans l'assiette des gens. Que font nos meuniers aujourd'hui, français? Ils se retrouvent avec de plus en plus de lots de farine qui sont contaminés à l'ergot. Seule solution, les mettre de côté et acheter de la farine de seigle allemande, puisque eux ont encore le fongicide qui, à part détruire des filières et détruire des emplois, je ne vois pas où est la solution. Parce que pour diversifier, et alors là, diversifier, on est d'accord, diversifier, c'est extrêmement important. Quand moi, je me suis installée en 2011, la première chose que j'ai souhaité faire, c'est allonger mes rotations, diversifier mes cultures. Pour ça, j'ai 2 atouts. L'accès à l'eau, retenue collinaire. Ça me permet à la fois sur le plan agronomique d'allonger mes rotations. Ça me permet de faire des productions de semences contractualisées, des semences de qualité françaises. Donc l'eau est à la fois un avantage sur le plan agronomique, qualitatif et quantitatif sur la sécurisation d'un rendement de qualité et qui aussi est un élément pour l'équilibre économique du producteur. Donc l'eau. Deuxième chose, j'en parlais sur l'ergot du seigle, la filière. De l'agriculture à l'alimentation, et les deux doivent être liés. On a des filières avec des collecteurs, des transformateurs, des meuniers, des malteurs, des exportateurs, des gens qui font des pâtes de la semoule. Aujourd'hui, vous dites le coût de l'énergie explose par 8, et puis les phytos, on n'en veut plus de la chimie. Que font les collecteurs? Pas un seul insecte dans les silos de stockage des coopératives et des négoces. Pour ne pas utiliser d'insecticides, qu'est-ce qu'ils font? Ils traitent les insectes par le froid. Ils investissent dans des grandes machines. Et puis le coût de l'énergie se multiplie par 8. Que font nos collecteurs? Extrêmement difficile de survivre.
et de continuer à traiter ces lots, d'assurer la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire de nos concitoyens, si on a l'énergie qui se multiplie par 8, qu'on n'a plus la chimie à notre disposition et qu'on doit utiliser le froid et l'énergie. Ça, ce sont autant d'exemples qui montrent que quand on parle de diversifier, quand on parle de mieux produire, on a des moyens de réussite et des facteurs de réussite. On a besoin de les sécuriser, on a besoin d'avoir accès à l'eau, de réfléchir en filière. Demain, je peux allonger mes rotations, faire de la triticale, faire de la recherche sur plein d'autres choses que les 4 céréales principales. Mais si je n'ai pas quelqu'un qui va collecter, si je n'ai pas quelqu'un qui va transformer et qui va faire le job pour que les consommateurs l'achètent, moi, je ne peux rien toute seule, agricultrice dans ma ferme. Donc, il faut que les politiques arrêtent de réfléchir en silo et qu'ils prennent absolument en compte tous ces facteurs de manière systémique. Catherine Gélan-Ladel. Oui, peut-être 2 commentaires. Un sur la notion de sécurité alimentaire, juste pour dire que c'est pas être capable de produire tout seul, c'est la capacité à décider de qu'est-ce qu'on peut produire, comment on nourrit nos citoyens, comment on leur offre des produits diversifiés à des prix abordables en permanence. Mais ça ne veut pas dire se fermer ni à l'importation ni à l'exportation. Donc l'Union européenne, là je ne parle pas France, mais l'Union européenne a réussi quelque chose de fantastique, qui est le résultat du travail des agriculteurs, de toute la chaîne alimentaire et probablement un peu aussi de la politique agricole commune, permettez-moi de le dire, parce qu'il faut la défendre, je crois, à atteindre cette sécurité alimentaire. Et on l'a vu dans les cas de crise, y compris la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid, etc. On est à la fois importateur et exportateur et on est un acteur majeur sur les marchés agricoles internationaux. On nourrit aussi une partie des pays dans le monde qui n'arrivent pas à se nourrir tout seuls. La deuxième chose, c'est, moi je suis d'accord avec tout ce que vous décrivez très bien et qui est très concret sur toutes les solutions, le travail en filière, sur le fait que c'est pas juste qu'est-ce qu'on produit, c'est aussi qui va le collecter, qui va le transformer, tout ça. Ce que je dis aussi, c'est qu'on doit partir de la demande. Et je pense que la consommation alimentaire, elle est en train d'évoluer. Et moi, je pense que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne mangera plus exactement la même chose que ce qu'on mange aujourd'hui. Et donc, il y a aussi un autre défi pour les agriculteurs, c'est de voir comment ils s'adaptent à cette demande. Et ça, ce n'est pas un travail qui est facile, mais c'est un travail qui est important. C'est-à-dire d'arriver à bâtir des filières qui permettent, dans 10 ou 20 ans, quand on mangera probablement peut-être un peu plus de protéines végétales et un peu moins de protéines animales, on en mangera toujours, du lait, de la viande, mais on en mangera moins. Qu'est-ce qu'on va produire comment on va produire l'alimentation pour les élevages? C'est toutes ces questions-là, en plus de la question du changement climatique et de l'environnement. Et tout ça, ce n'est pas des contraintes, c'est juste une adaptation de l'agriculture. Alors j'entends bien que ça peut paraître beaucoup, mais moi j'ai confiance. Quand je vois l'agriculture d'il y a 50 ans et l'agriculture d'aujourd'hui, elle a déjà beaucoup évolué et elle a jusque-là relevé à peu près tous les défis qu'on lui a demandé de relever. Donc je ne vois pas pourquoi elle ne réussirait pas à relever ces défis-là. Alors Catherine, moi je voudrais vous demander de sortir de votre devoir de réserve européen et de parler un petit peu de la France. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai entendu encore hier, ici à la porte de Versailles, c'était en l'occurrence la Première ministre, qui disait qu'il fallait, grosso modo, je vous résume ses propos, il fallait arrêter de surinterpréter et de surtransposer les textes, c'est-à-dire de vouloir être, comme disait Coluche, avec une lessive qui lave plus blanc que blanc. Est-ce que c'est pas un peu, j'allais dire, le mal français de dire, ben voilà, on a les textes européens, allez, on va en mettre une petite couche parce que nous, on est meilleurs que les autres. On est meilleurs que les Allemands, meilleurs que les Hollandais. Bon, moins, on ne se pose plus la question des Anglais, ça c'est terminé, mais meilleurs que les autres. On aime se tirer les balles dans le pied, nous les Français, non? Moi, avant de travailler à la Commission européenne, j'ai été une fonctionnaire française. C'est pour ça que je vous pose la question. Et je ne me rappelle pas m'être dit ou m'être positionnée en disant on est tellement meilleur que les autres, on va en faire plus que ce que le droit européen nous demande de faire. Je me suis même trouvée plusieurs fois,
et je peux citer des exemples, dans des situations où malheureusement on avait été condamné par la Cour de justice parce qu'on n'appliquait pas correctement et insuffisamment ou mal la législation européenne. Ce que je crois peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de domaines encore, même si dans le domaine alimentaire, il faut le dire, le poids de la législation européenne est très important et le poids des politiques européennes aussi, des politiques incitatives européennes est très important. Il reste encore des domaines dans lesquels, moi je dirais qu'on a probablement besoin de plus d'harmonisation que ce qu'on a aujourd'hui pour placer les agriculteurs dans les différents pays européens dans des conditions de concurrence identiques. Je prends un exemple sur les pesticides. C'est un point de vue personnel, puisque vous m'avez demandé de sortir de mon rôle, mais j'ai toujours trouvé étonnant qu'en matière de pesticides, on autorise les substances actives au niveau européen, mais les préparations commerciales, c'est au niveau national. Bon. Mais je ne crois pas que ça facilite la vie des agriculteurs européens et français en particulier. Donc il me semble qu'on a besoin de plus d'Europe et pas moins d'Europe. Christiane Lambert. C'est vrai que la France s'est distinguée, mais depuis longtemps, avec des surtranspositions. Ça avait commencé, les producteurs de porc s'en rappellent, avec Madame Dominique Voynet, qui, là où l'Europe disait le passage en autorisation pour construire un bâtiment port, c'est 2000 porcs, Madame Voynet a dit, eh bien chez nous, ça sera 450. En réalité, la production qui était égale à l'époque entre l'Espagne, l'Allemagne et la France a doublé en Espagne, a augmenté de 20% en France et a doublé en Allemagne. Donc là, on s'est tiré une balle dans le pied aussi, et avec des lourdeurs administratives quand même extrêmement complexes. Moi, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est capable de changer un peu le logiciel et de dire la géopolitique de l'alimentation est en train d'être totalement bouleversée. Celui qui en parle le mieux, c'est Sébastien Abyss. On n'est pas sûr aujourd'hui, au regard du changement climatique d'une part, mais au regard de blocage politique et idéologique, d'avoir la même fluidité de circulation des biens. Là où certains pensaient qu'on pouvait acheter la viande la moins chère en Amérique du Sud, les pommes les moins chères en Chine ou en Pologne et les poulets les moins chers en Ukraine, quand il y a ou une catastrophe climatique ou une catastrophe sanitaire de type grippe aviaire ou des conflits géopolitiques, ça se bloque entre pays. Ça veut dire que chaque pays, et nous on le raisonne à l'échelle européenne, pas à l'échelle de la France, doit penser quand même davantage la capacité à nourrir ses populations. Ça suppose d'avoir accès à des moyens de production. Il faut aussi qu'en France, on puisse réconcilier les Français avec la science. Nous sommes certainement le pays européen où il y a le plus de rupture entre la population et la science et l'innovation. Ce n'est pas vrai dans d'autres pays. Là, il y a des avancées dans un certain nombre de domaines. Mais quand je vois encore aujourd'hui, et j'entendais régulièrement Madame Royal, quand je siégeais au Comité national de la transition écologique, dire « la France doit être dans l'excellence et les autres pays suivront ». Ils n'ont pas suivi. Mais en réalité, on prend du retard et c'est chez nous que ça régresse. On a réussi à faire partager certains messages. Depuis 2019, avec la formule « n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas chez nous », sur les accords commerciaux, on arrive à bloquer et à imposer des clauses miroirs à certains pays pour ne pas importer ce qu'ils fabriquent chez eux. Mais il y a des choses qui ne sont pas faciles à vérifier. Les betteraves ou les produits d'Amérique du Sud qui vont être traités aux néonicotinoïdes, quand ils sont transformés, raffinés, cristallisés, etc., on est incapable de les détecter. Donc Pascal Canfin me disait ce matin, mais on a créé des règles, ne pas avoir le droit d'autoriser des néonicotinoïdes. Et même le 2 février, la Commission a décidé de réduire encore les limites maximales de résidus de ces mêmes néonicotinoïdes. Sauf que la science ne permet pas de les détecter. Donc les pays extérieurs dorment tranquilles, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de naïveté. Moi j'ai entendu Thierry Breton, commissaire français, commissaire européen, dire au moment de Noël, au moment des fêtes, il faut que l'Europe arrête d'être naïve. Les autres pays sont en train de foncer, booster, muscler leurs économies. L'Europe ne peut pas rester à l'écart. Elle ne peut pas rester à l'écart. Et nous, nous en souffrons. Alors, on va conclure parce qu'il nous reste un peu plus d'une minute avec vous, Céline. Si je comprends bien, vous, dans le Tarn, ça pourrait se résumer en une phrase, c'est laissez-nous bosser. On est l'environnement, on connaît, la nature, on connaît, et on peut être les meilleurs du monde, mais il faut se donner les moyens. C'est pas laisser nous bosser, c'est de dire on a des choses à proposer et on est des acteurs de la solution.
Il y a un moment donné où les pratiques agricoles ont pu être perçues, à juste titre certainement, comme des acteurs du problème. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir que les transitions et les prises de conscience, elles sont engagées. Et quand on a les solutions à notre disposition, on les utilise. J'en prends pour preuve mon exemple. Moi, je suis productrice de maïs. Je fais du maïs irrigué. Et on a aujourd'hui, les trichogrammes sont la solution la plus commercialisée en France de lutte intégrée, donc de biocontrôle, où on met des abeilles dans le maïs pour lutter contre la pyrale et la sésamie. On est des acteurs de la solution. Sachez être lisible sur les moyens que vous allez nous donner pour atteindre des trajectoires communes. On ne fera pas les changements qui continuent à être demandés contre nous, mais avec nous. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci mesdames, messieurs d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Poussons le débat. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que disait Hippocrate, que ton aliment soit ta médecine. À demain.